Bonjour à tous, nous allons à présent étudier un texte de Rabelais, qui est donc un auteur avant tout humaniste et évangélique, et par son combat évangélique, justement, il va dénoncer en particulier les théologiens de la Sorbonne, qu'il va généralement appeler les sophistes, pour insister sur leur raisonnement creux et sans sens. Et c'est ce qu'on va voir justement dans ce passage de Gargantua, où nous avons Janotus de Bregmardot, représentant de la Sorbonne, qui vient réclamer ses cloches auprès de Gargantua. Pour réclamer ses cloches, il va faire une harangue déréglée, une harangue qui finalement n'a pas de sens, qui va provoquer le rire. Ici, on a une dénonciation donc justement de ces théologiens qui sont représentés par Janotus de Bregmardot et une proposition d'une nouvelle sagesse qui est celle du rire. Je ne vais pas lire le texte puisque je n'ai pas le texte avec moi, et je vais donc directement passer à la problématique. Nous allons donc voir comment le rire rachète ici la parole déréglée et vaniteuse de Janotus de Bregmardot. Et pour cela, nous allons suivre le texte selon 3 mouvements. Tout d'abord la harangue déréglée, puis le rire provoqué par la harangue, et enfin la récompense accordée au rire. Et nous voyons en effet dès le départ, sur la fin de ce chapitre 20, que la harangue de Janotus de Bregmardot se caractérise par une parole qui est sans mesure, qui est excessive, mais qui est aussi creuse, vide et souvent absurde. On le voit dès le départ avec les onomatopées comme he, qui introduit la harangue, mais aussi hen hash, he hash, gren hash, c'est ça, à la fin du paragraphe, qui n'ont pas de sens et qui donnent un caractère grotesque à ce passage. Tout cela se confirme par la suite avec cet usage excessif du latin qu'on avait déjà vu dans le premier paragraphe, mais qui apparaît encore plus évident dans le suivant, où nous avons une succession de connecteurs logiques latins, verum, meni vero, quando quidem, dubio procul et depol, etc., qui en fait veulent tous dire la même chose. Donc non seulement il y a un étalage prétentieux de connaissances latines, puisqu'avant il y avait déjà du latin, puis il y en a encore, mais en plus c'est un étalage qui n'a pas de sens, qui ne porte sur rien, qui montre que finalement c'est un savoir non maîtrisé, puisqu'il use et abuse de termes logiques comme s'il voulait insister sur la logique absolue de son discours, logique tellement pure que finalement elle s'écarte de la réalité, ce qui va souvent être reproché aux sophistes ou ici aux théologiens de la Sorbonne. Mais en plus, c'est redondant, donc ça n'a aucun intérêt, et finalement cette logique s'annule. Et on voit cette logique toujours à l'œuvre aussi dans la suite de cette tirade, quand il essaye de faire un syllogisme. Une ville sans cloche est comme un aveugle sans bâton, un âne sans croupière et une vache sans cymbale. Jusqu'à ce que vous nous les ayez rendus, nous ne cesserons de crier après vous comme un aveugle qui a perdu son bâton, de brailler comme un âne sans croupière et de bramer comme une vache sans cymbale. Ici, il y a une forme de syllogisme parfait d'un point de vue logique. Une ville sans cloche est comme un aveugle, un âne, une vache. Or, nous n'avons plus de cloche, donc nous sommes comme un aveugle, un âne, une vache. Logiquement, ça fonctionne, mais c'est un syllogisme absurde, qui ne présente aucun intérêt, et en plus dans lequel Janotus de Bregmardot se désigne lui-même comme un âne, une vache et un aveugle. Cet aveugle nous amène à un aspect important de cette harangue, c'est la critique des théologiens de la Sorbonne, puisque ici, l'aveugle, c'est celui qui ne voit pas le chemin, et donc il ne voit pas l'endroit où il faut aller. Le chemin dans l'Évangile, qui a inspiré les évangéliques, celui qui dit « je suis le chemin, la vérité, la vie », c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, en disant « je suis le chemin », dit qu'il faut aller vers lui. Or, justement, Janotus de Bregmardot présente la ville de Paris, et en fait, en réalité, les théologiens de la Sorbonne et lui-même, comme des aveugles qui ne savent pas la vérité. Mais aussi, encore plus intéressant, alors il y a l'âne pour la bêtise, mais il y a aussi les vaches qui n'ont pas de cymbales. Ce qu'ils réclament, ici, ce sont les cloches
comme si c'était des cymbales. Or, les cymbales, c'est une allusion à une épître aux Corinthiens de Paul de Tarse, dans lequel il dit que sans la charité, nous ne sommes que des cymbales qui résonnent. Donc il y a l'idée que les cymbales sont le symbole de l'absence de charité. Et donc si ici la ville de Paris, qui représente la Sorbonne ici et Janotus de Bregmardo, réclame les cymbales, c'est qu'il réclame justement une apparence de religion, mais dans laquelle il manque le fond étant la charité. Ici, on voit que Rabelais condamne une religion qui n'est qu'apparence, formule, comme on l'a vu dans le premier paragraphe, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Dieu vous garde, etc. Donc des formules religieuses utilisées à tort et à travers, mais dans laquelle il manque le cœur, c'est la charité, puisque les cymbales, dans la lettre de saint Paul, sont ce qui résonne sans charité, quand nous n'avons pas la charité. Mais cette parole déréglée, finalement, s'achève. C'est une critique de la Sorbonne, mais c'est aussi un passage extrêmement satirique où on rit. On rit de cette parole qui va dans tous les sens, qui explose. Et on voit Janotus de Bregmardo devenir finalement plus un auteur de comédie qu'un théologien. Et de fait, la fin de sa harangue s'achève sur Valete et plaudite, calepinus recensui, ce qui signifie allez et applaudissez, je signe Calepinus. Ici, c'est une formule du poète latin Terence qui écrivait des comédies, justement. Donc il signe comme s'il était un auteur de comédie, en reprenant exactement les mots de Terence, mais même en les déformant un peu, puisque normalement chez Terence c'était Calliopius recensui, non pas Calepinus recensui. Ce qui montre bien ici, non seulement qu'il devient un auteur de comédie farcesque, mais en plus un auteur de comédie qui maîtrise mal son savoir. Ce qui nous amène donc au deuxième mouvement, le rire provoqué par la harangue, puisque justement cette harangue finissant non comme une harangue mais comme une comédie, elle va provoquer le rire. Et c'est un rire spontané. Le sophiste n'eut pas plutôt achevé que Ponocrates et Eudémon, c'est ce qu'il a fait. Le complément circonstanciel n'eut pas plutôt achevé, complément circonstanciel de temps, souligne la rapidité de ce rire. Et c'est un rire qui est extrêmement fort, puisqu'on a ici le complément circonstanciel de conséquence, si profondément qu'ils crurent rendre leur âme à Dieu, avec une hyperbole, ici qui reprend l'expression mourir de rire, très hyperbolique. Mais là, on a l'idée qu'elle peut être concrète. Le rire est tellement fou qu'on peut mourir de rire. Et l'humaniste, qui montre un peu ses connaissances, prend justement pour cela deux exemples de l'Antiquité, montrant des exemples de mort de rire, Crassus et Philémon. Crassus en voyant un âne couillard qui mangeait des charbons, et Philémon en voyant un âne qui mangeait des figues. Tous deux mourir de rire. Ce qui est intéressant ici, c'est d'abord d'observer que tous deux voient un âne, et meurent de rire face à un âne. Or, justement, ce qu'ont vu Ponocrates et Eudémon, c'est un âne. Janotus, qui s'était lui-même comparé à un âne. Donc nous avons cette image de l'âne qui se poursuit. Mais en plus, nous pouvons noter qu'ils utilisent ici des exemples qui viennent... il utilise, Alcofribas Nazier, le narrateur, des exemples qui viennent de la culture humaniste, donc de l'Antiquité, comme s'il faisait un étalage de connaissances, là où juste avant, il s'était moqué de l'étalage de connaissances pédant de Janotus. Donc il y a une ironie du narrateur qui, comme ça lui arrive souvent, va utiliser les méthodes des adversaires pour pouvoir s'en moquer à l'intérieur de son propre discours. Il fait toujours un peu des parodies. Et nous voyons que ce rire n'est pas seulement immédiat et fort, mais il est aussi contagieux, puisque avec eux, Maître Janotus commence à rire à qui mieux mieux. Et le « avec eux » qui est placé en exergue, c'est-à-dire au début, insiste justement sur l'accompagnement. Janotus de Bregmardo, certes, reste un âne. Et a priori, il ne sait pas pourquoi il rit, mais il rit avec eux. Et d'ailleurs, on a ensuite « l'heure venait aux yeux »,
ils représentaient, on a un pluriel qui montre qu'ils rient tous ensemble. Donc il y a un rire qui finalement les unit. Et c'est là où on va voir que ce rire rachète un peu Janotus de Bregmardo, qui est tout de même capable de rire, ce qui est positif chez Rabelais. Et nous constatons aussi que Rabelais s'amuse avec le vocabulaire médical, puisque les larmes leur venaient aux yeux à cause du fort ébranlement de la substance du cerveau de laquelle furent pressées ces humidités lacrymales. Discours médical avec une explication excessivement précise qui suscite le rire, parce qu'ici il est décalé, il n'est pas à sa place. Et d'ailleurs, nous pouvons noter que la référence à Démocrite et Héraclite à la fin, Démocrite héraclitisant et Héraclite démocritisant, qui les présente comme riant et pleurant à la fois, puisque Démocrite est celui qui rit, mais il héraclitise, donc il pleure, et Héraclite est celui qui pleure, mais il démocritise, donc il rit. Donc il y a ce mélange entre le rire et les pleurs. Mais c'est une référence bancale, puisque le sérieux d'Héraclite n'a rien à voir avec des personnages qui pleurent de rire. Donc c'est une référence tout à fait bancale qui montre justement à nouveau le décalage du narrateur qui ne dit jamais, qui s'amuse avec le lecteur et avec des références parfois un petit peu tordues. Il n'y a pas à justifier le rire par un discours, le rire vaut par lui-même. La situation et la vanité d'un âne justifient un rire naturel et c'est la preuve aussi d'un jugement sain. C'est pourquoi nous allons avoir une récompense accordée au rire. Une récompense qui vient d'abord de Gargantua, qui consulte ces gens sur ce qu'il fallait faire. On voit la sagesse de ses actions, puisqu'il est d'abord patient, sait rire une fois calmé, il attend la fin, et il consulte les conseillers. Donc on retrouve ici l'idée du miroir des princes. Rabelais enseigne aux princes, au roi François Ier, à bien gouverner, c'est-à-dire avec des conseillers. Et nous allons avoir la proposition d'une récompense. Tout d'abord, le faire reboire, ce qui rappelle le fait qu'il était venu en ayant déjà bu et qu'on l'a encore fait boire, donc Chanotus a bien bu a priori, il est un peu ivre, et c'est une ivresse qui provoque le rire, donc une ivresse qui est encouragée. Mais aussi, puisqu'il leur avait donné du passe-temps et les avait fait plus rire que ne lui fait son jeu creux, qu'on lui donne, etc. Donc ici on voit qu'il y a une justification du cadeau qu'on va lui faire, avec un comparatif. Il les avait fait plus rire que ne lui fait son jeu creux. Son jeu creux était un acteur comique très célèbre de la cour de François Ier. Donc s'il a été plus comique que son jeu creux, alors il mérite d'avoir une récompense. Le comparatif en insistant et faisant de Janotus un acteur comique, encore une fois. Et ce qu'on va lui offrir, c'est les 10 chapelets de saucisses, les sandwichs épaisses, le vin, le lit, les QL, etc. Tout ce qu'il avait demandé, tout ce dont il avait parlé plus exactement dans son discours. Mais le fait de le rappeler ici permet une nouvelle petite critique de la Sorbonne, puisqu'elle évoque, cela permet d'évoquer, à travers cette énumération, des désirs qui sont tous liés à la goinfrerie et à la paresse. Donc cette énumération d'éléments ramenant tous à la goinfrerie et à la paresse rappelle le chapitre qui suivra, enfin annonce le chapitre qui suivra, où on voit que Gargantua, auprès de ses précepteurs sophistes, n'a appris que la paresse et la goinfrerie, les excès dans l'alimentation. Par le rire donc, Janotus acquiert une nouvelle dignité, et si ses talents oratoires n'ont pas permis de recouvrer la cloche, en revanche, sa vanité sotte a déclenché un rire qui, comme acte carnavalesque, a régénéré le théologien et l'a fait passer de vain théologien à bon comique. Il reçoit pour cela une récompense. Le rire donc sanctionne, dévoile la bêtise, mais il est aussi positif et régénère ce qu'il sanctionne. Et cette condamnation du savoir vain, pédant et mal employé chez Rabelais, on peut la retrouver dans l'épisode de l'écolier limousin, dans Pantagruel. On voit cet écolier qui n'utilise le latin que pour se faire valoir, alors qu'il ne le maîtrise pas et ne parle que de choses sans intérêt. Voilà.